Bonjour à tous. Les meilleurs ouvrages de la sécurité sont présentés bien évidemment dans Security Book. Et bien que la bande dessinée, la BD, soit une catégorie entière de la littérature, surnommée le 9e art, eh bien rares sont celles qui traitent d'un sujet justement en lien avec la sécurité. Et je crois même que c'est une première pour nous dans Security Book que de vous présenter une BD, en espérant bien évidemment qu'il y en ait d'autres. Voici aujourd'hui, et ça s'affiche ici, c'est magique, GIGN, 1973-1976, de la naissance du groupe à la mission Djibouti. C'est une BD de Poma, supervisée par Christian Proutot, fondateur du GIGN, et qui est notre invité aujourd'hui pour en parler. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la News Sécurité. On est ravis, effectivement, de vous retrouver au travail autour d'une bande dessinée dont l'auteur s'appelle Poma. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet auteur qui s'est intéressé au GIGN? Alors, c'est un parcours complètement étonnant. C'est un garçon qui a fait des études et on rentrera pas vraiment dans son métier, qui n'a rien à voir avec la BD d'ailleurs, mais qui a été pendant des années, qui a eu une obsession, c'est le GIGN. Il est né, je dirais, avec le GIGN, et il a été poursuivi par cette aventure qui l'a passionné, l'aventure du groupe, au point que, comme il avait un bon coup de crayon, petit à petit, il nous envoyait des dessins. Et il faut dire que je ne l'ai pas vraiment aidé, parce qu'au début, ces dessins étaient des premiers jets, si je veux m'exprimer ainsi. Des esquisses. Voilà. Et avec ce qui qualifie les gens qui croient en quelque chose, qui ont la volonté d'aller jusqu'au bout, petit à petit, au fur et à mesure des années, toujours avec cette ténacité en parallèle d'une carrière professionnelle qui, je le redis, n'a strictement rien à voir avec la BD, mais par rapport à cet enthousiasme qui le qualifiait et son talent de dessinateur, il a enrichi son coup de crayon. Ouais. Et il a fait d'un projet qui me semblait mal parti, pour être tout à fait honnête, quelque chose que je trouve, pour ma part, auquel j'adhère complètement, qui est un projet qui, mieux, je le dis parce que c'est vrai, mieux qu'un livre où il faut lire, et on sait que 70% des lecteurs sont des lectrices, donc les aventures humaines d'hommes, il faut les lire, c'est moins compliqué. Là, on visualise les situations. Et là, on voit, je vous assure, presque mieux que le cinéma. Ouais. Parce qu'en plus, il a fait ça au plus près de la réalité, parce qu'il il s'est renseigné, parce qu'il a tout fait, le scénario et tout. C'est un garçon qui est issu de l'univers de la sécurité? Oui et non. Oui, dans sa carrière, parce qu'il a débuté comme policier. Ouais, d'accord. Mais après, il a fait des concours qui l'ont amené dans la magistrature à un haut niveau. D'accord. Mais il est intéressé surtout par le GIGN en tant que tel, en tant qu'aventure humaine. L'histoire humaine, de groupe, de famille, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, on le rappelle, mais vous le savez tous, bien évidemment, Christian, c'est le fondateur, le premier commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, ça date de 73-74. Il vous a demandé de superviser cette BD. Comment s'est fait la rencontre et comment a-t-il amené la chose pour vous proposer de superviser cette bande dessinée, ce projet? Alors, avec les outils modernes, la rencontre s'est faite d'une manière pas trop prosaïque, puisque c'était par Internet. Il nous a envoyé par l'intermédiaire de l'association, puis j'ai quitté la partie active il y a déjà un certain temps. Il s'intéressait tellement à cela que régulièrement, il nous envoyait des messages par Internet, puis après par WhatsApp, quand WhatsApp est arrivé, où il nous montrait l'évolution de son travail. D'accord. Et petit à petit, on a adhéré, parce que... Et à chaque fois, il nous posait bien sûr des questions, mais pas qu'à moi. Hein. Et c'est ça qui est intéressant dans la BD, c'est que si elle est construite un petit peu avec une des premières grandes interviews du GIGN autour de Jean-Claude Bourré, qui l'a aidé d'ailleurs, lui également, dans ce projet, il a également interrogé des garçons emblématiques du GIGN qui ont vécu des grands événements, comme l'événement qui clôture cette première partie de BD, puisque ça s'arrête à 1976, à l'opération de Djibouti. Ça sous-entend qu'il y en aura d'autres? Il y aura la suite? Alors, ça, je ne sais pas, c'est à Poma qu'il faudra poser la question, mais je pense que... Vous ne le savez pas encore. Voilà. Mais si
si tout le monde adhère, comme je le pense, à ce projet, parce que c'est plus l'intérêt visuel à travers ces images qui sont très vivantes dans ces dessins, que on peut tout d'un coup se passionner pour cette histoire, qui est une histoire fondamentale au niveau de l'antiterrorisme, bien sûr, mais le plus important au niveau humain, entre cet esprit d'équipe qui existe toujours au groupe, même si l'unité a énormément évolué, et qui va avoir 50 ans cette année, d'où l'importance de la sortie de cette... On fêtera bien évidemment aussi sur Radio Sécurité. C'est une première pour vous de superviser une œuvre, littérature, cinéma, télévision, où vous avez déjà travaillé sur des projets? Alors, j'ai bien sûr participé, et non pas en tant que, comment dirais-je, auteur sur des reportages sur le groupe, etc. Comme conseiller? Comme conseiller, oui. Mais pas au niveau du cinéma, malheureusement. On n'a pas réussi à faire les films qu'on aurait voulu sur le GIGN. Ils ont toujours été faits par d'autres. Votre propre vie, quand vous êtes un peu connu, ne vous appartient pas. Et tout d'un coup, il y en a qui s'intéressent plus à ce que vous avez fait que vous-même. Et ils comprennent que peut-être ça peut avoir un intérêt. Ce qui est dommage, c'est que dans certains films qui sont sortis, eh bien, le GIGN n'a pas eu la part qu'il aurait dû avoir. En dehors de peut-être l'assaut. L'assaut, j'allais vous en parler. Non, l'assaut, c'était à l'époque Favier. L'aéroport de Marignane. Voilà, et Favier a été totalement associé à ce film. D'ailleurs, les 12 minutes qui constituent le moment essentiel du film ont été tournées avec des gens du GIGN comme acteurs. Ouais, tout à fait. Mais, par exemple, pour le film sur l'intervention, qui soi-disant reprend une des opérations emblématiques du GIGN, là, le GIGN est tenu complètement à l'écart. Et ça, je trouve ça dommage, parce que le film, du coup, n'a pas la portée qu'il devrait avoir. Alors revenons sur cette bande dessinée qui parle de la création des premières missions du GIGN. GIGN qui a été créé, c'est lié à la prise d'otages, il faut le rappeler quand même, des JO de 1972 à Munich. On se rappelle des terroristes palestiniens, membres du groupe Septembre Noir, qui font irruption dans le village olympique de Munich. C'est quelque part un peu d'actualité, parce qu'on est à quelques mois des JO de Paris, et qui prennent en otage des athlètes de la délégation israélienne. 11 d'entre eux ont été assassinés. Ça, c'était un petit peu le déclencheur de la création en France et dans d'autres pays du monde, justement, de ces groupements d'intervention antiterroristes. Absolument, vous avez tout à fait raison de rappeler ce qui est à l'origine de notre histoire. C'est les Jeux Olympiques de Munich et cette prise d'otage, que l'on appelle dans notre jargon la prise d'otage ouverte. Pourquoi? Parce que le but, c'est paradoxalement moins de s'en prendre physiquement à des gens, comme ça se passera malheureusement après dans l'évolution du terrorisme, avec les attentats que l'on connaît bien, ou même le 11 septembre, ou Marignane, ou malheureusement les attentats qu'il y a eu à Paris, autour du Bataclan, autour du Stade de France, où le but est de tuer d'abord, une espèce de vengeance immanente tout de suite contre celui que l'on considère comme le grand Satan. Mais là, c'était différent. C'était utiliser la prise d'otage comme support médiatique. Parce qu'une prise d'otage par rapport à un attentat ou quelqu'un qui se fait sauter parce que, pour ses convictions, il est prêt à laisser sa vie, au milieu d'une troupe d'innocents, il y a le fait de l'explosion, de l'émotion, mais il n'y a pas cette tension qu'il y a dans une prise d'otage où, à travers la menace qui pèse sur les otages, vous avez une suspension du temps autour de l'événement. Et c'est Madame Golda Meir, qui était Premier ministre en Israël, qui n'a pas voulu que l'Allemagne négocie. Parce que jusqu'à 72, jusqu'à cet événement tragique... On négociait. On négociait. Et on négociait. Donc, tout le monde était content. On se débarrassait du problème, et ceux qui avaient fait l'opération... tout d'un coup, on avait parlé de leurs problèmes. Ouais, c'est ça. Sauf qu'à partir du moment où Mme Golda Meir a décidé qu'il ne décollerait pas, que les Allemands ont refusé qu'un commando israélien vienne faire l'opération, ils ont dû faire eux-mêmes cette opération avec malheureusement des gens qui n'étaient pas préparés.
et avec le résultat que l'on connaît. Et comme vous le soulignez, ce drame absolu a été pour toutes les unités du monde, et en particulier tous les pays du monde, la mise en évidence qu'on n'était pas prêt et qu'il fallait se préparer. Alors, justement, vous, au niveau de la France, c'est le GIGN. Il a fallu, et on le voit dans cette bande dessinée, convaincre en interne, convaincre au niveau de l'administration de l'utilité de ce nouveau groupe. Est-ce que finalement, et on le découvre dans cette bande dessinée, ça a été facile à faire? Et qu'est-ce qui a fait? C'est finalement la réussite des premières opérations qui a convaincu définitivement tout le monde de l'utilité de ces groupes? Vous avez bien résumé. C'est le résultat opérationnel qui a convaincu, même si de l'utilité du côté indispensable de ces unités, il faut bien le préciser à nouveau, par rapport à la prise d'otage telle qu'on la connaissait. Par rapport à un attentat, c'est le renseignement qui joue, puisqu'on peut éviter l'attentat en amont. Mais quand l'événement se produit et qu'il est spectaculaire, le but étant d'avoir ce spectacle douloureux, il est vrai, de gens que l'on menace de mort si on ne veut pas nous écouter et autres, il faut avoir des unités très préparées. Et c'était la peur de tous les gouvernements, c'était ce qui s'est passé à Munich, l'échec possible. Parce que non seulement les otages ont payé de leur vie à Munich, mais en plus, ça mettait en évidence le niveau technique proche de zéro des gens que l'on a engagés, qui, c'est pas leur faute, ils n'ont pas été préparés. Bien sûr. Ce qui fait que, et on le voit très bien d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent un petit peu à cette histoire et qui voudraient aller un peu plus loin, au-delà de cette BD où ils apprendront beaucoup de choses, je fais de la promo pour Poma parce qu'il a bien travaillé, donc c'est important de le dire. Il y a eu à Munich tout ce qu'il ne faut pas faire, et c'est très très bien expliqué dans le film de Spielberg qui porte Munich, qui s'appelle justement Munich. Bien sûr. Donc des gens volontaires, déterminés, entraînés et équipés. Voilà, ça c'est l'équation de laquelle il ne fallait pas partir. Alors justement, c'est ce sur quoi vous avez travaillé au tout début, sur ce groupe qui ne s'appelait pas le GIGN, mais qui s'appelait, je crois, Équipe Commando Régionale d'Intervention au départ. Voilà, au départ, et qui s'est appelé GIGN au moment où elle est devenue opérationnelle, c'est-à-dire le 1er mars 1974. Combien de membres faisaient partie du premier groupement du GIGN? Fort peu, c'était combien de personnes? Voilà, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que on a construit cette philosophie opérationnelle, cette tactique, qui n'a rien à voir avec l'esprit commando, qui était un peu, à la suite de la Première Guerre mondiale, ce qui prévalait partout. On disait réduire la réduction de la résistance isolée, ça s'appelle en termes militaires. Mais des petites équipes, c'était différent. C'est la guerre de temps de paix, on était 17. 17 personnes. Voilà, absolument, vous vous rendez compte? Et comment vous les avez sélectionnés? Ça a été draconien, justement, cette sélection au départ? Ah oui, dès le départ, ça a été draconien, même si j'ai pas eu énormément de candidats. C'est pour ça qu'il en restait que 17. J'ai eu 60 candidats dans un premier temps. Quand vous voyez qu'actuellement, sur les formations à laquelle on assiste, sur l'ensemble de la gendarmerie, qui compte un peu plus de 100 000 hommes, vous avez à peu près 1000 volontaires, et que sur les premières sélections, il en reste 100. Vous voyez un peu la différence. Combien il y a de membres actifs du GIGN actuellement? Alors, le GIGN, tel qu'on peut le rapprocher de ce qui se rappelle, qui était le GIGN dont vous parlez, et qui est raconté dans la BD, ils sont actuellement 80 opérationnels. Ils sont 400 parce qu'il y a différents corps de métier, la sécurité, les spécialités de police judiciaire, renseignement, etc. Mais le strict, directement liés au GIGN, les 4 lettres, ils sont 80 actuellement, mais il y a les antennes régionales qui amènent sur l'ensemble de l'effectif du GIGN à presque 1000 hommes. Parce que maintenant, pour éviter d'attendre trop s'il se passe quelque chose quelque part, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires, les départements d'outre-mer, nous avons la gendarmerie, je dis encore nous, même si j'étais plus longtemps gendarme que préfet que gendarme, il y a des unités qui s'appellent les antennes GIGN et qui permettent ce qu'on appelle la première approche opérationnelle.
Combien de temps s'est écoulé entre la création en tant que telle, avoir sélectionné ces 17 personnes, et votre première opération? Eh ben, il s'est passé trop court, à mon sentiment. Il s'est passé un peu plus de 4 mois, quoi, puisque nous avons été opérationnels le 1er mars. Il a été décidé que nous serions opérationnels le 1er mars. Et quelques jours après, malheureusement, on a eu une première prise d'otage dans laquelle, malheureusement, nous n'avons pas pu intervenir, puisqu'au moment où on nous a fait venir, le drame était consommé, si j'ose dire. Il n'y a pas eu le temps de la négociation. Voilà, on n'a pas pu mettre en place tous les outils. Mais la plus grosse intervention qui est racontée justement dans la BD... Qu'on voit, tout à fait. Voilà, oui. C'est ça qui est intéressant. C'est 1976. Mais entre-temps, vous avez eu des opérations qui ont été faites par le GIGN, qui ont convaincu les autorités de nous envoyer à Djibouti. Vous voyez, il a fallu que le courage politique puisse être étayé par une réalité opérationnelle. Est-ce que rapidement, le GIGN a également convaincu la population, le grand public? Ça s'est fait en combien de temps, finalement? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le GIGN, le RAID, voilà, les Français l'ont dans le cœur. Oui, absolument, parce que les gens savent qu'il y a des gens... prêts à donner leur vie. Voilà, qui s'engagent pour une valeur qui est incroyable, c'est-à-dire qui sont prêts à donner leur vie pour défendre la nation. Alors, bien sûr, tous nos soldats le font, mais c'est plus subjectif qu'objectif. La notion de combat, en dehors des unités qui sont engagées directement en Afrique ou qui l'étaient en Afghanistan, où malheureusement on a payé un lourd tribut, quand le GIGN est engagé, la crise est là. Et l'erreur est immédiate. On paye immédiatement une erreur opérationnelle. Le prix de cette erreur est souvent, malheureusement, le sang. Donc, pour beaucoup de gens, dans l'inconscient collectif, les 4 lettres, que ce soit au niveau du RAID, qui a été créé en 1985, et le GIGN, il y a pour tout citoyen une espèce de satisfaction de se dire que ça nous appartient. Et il faut savoir quelque chose qui est important, c'est qu'une unité comme tout le monde pense aux Américains, ce qu'ils ont inventé, mais le groupe Delta, les cadres de Delta sont venus se former en 1978 au GIGN. D'accord. Voilà. Donc, c'est une fierté. C'est, oui, une forme de fierté. Et on a exporté le GIGN un peu partout dans le monde. Les 17 premiers membres du GIGN, c'était tous des hommes. Oui. Aujourd'hui, j'imagine que ça se féminise. Ça se féminise au niveau du renseignement, dans la partie renseignement du GIGN. Mais la partie combat, non, c'est toujours... C'est toujours un peu compliqué comme au RAID, pour une question de poids de matériel, j'imagine. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a un aspect que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment. Mais on travaille en binôme. Oui. Et dans un binôme, si un copain tombe, on continue d'avancer. Mais si c'est une femme, il y a une espèce de réflexe où on aurait tendance à vouloir... la sauver. La sauver. D'accord. Voilà, alors il y a ce côté de l'entraînement, bien évidemment. Mais vous savez, les femmes, en matière de renseignement en particulier, de négo, elles sont largement, souvent à notre niveau, sinon meilleures que nous. Ce qui fait qu'elles ont toute leur place dans la structure actuelle du GIGN. News Sécurité, c'est le média de la sécurité, mais aussi du continuum de la sécurité. Les gens ne le savent pas, peut-être pas, mais il y a un véritable continuum entre le GIGN et les entreprises. Et leurs directeurs sécurité, qui nous regardent d'ailleurs. Il y a un vrai échange entre eux pour anticiper une potentielle intervention au sein des entreprises. Il y a vraiment cet échange entre les entreprises, leurs dirigeants, les patrons de la sécurité des entreprises et le GIGN, pour que le GIGN ait un maximum d'informations en cas d'intervention. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça a commencé avant même que le turnover, ou disons la rotation des effectifs, restant français, soit aussi important qu'il est en comptant les années, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui ont quitté la vie active et qui, du coup, se retrouvent à devoir apporter leur expertise dans des grands groupes, comme chez Total ou ailleurs. Mais il y a eu, dès le début, en particulier avec Airbus, des échanges sur la protection des avions et la conception
Les avions aussi, pour savoir un peu... Voilà, pour savoir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire dans un avion, pour ne pas freiner, disons, une opération, une éventuelle opération, action, comme ça a été le cas à Marignane. Et tout ce qui avait été fait avant Marignane a conduit à ce que Marignane soit possible, c'est-à-dire tous les entraînements sur avion, et surtout ce côté biunivoque entre le constructeur, les compagnies aériennes, les pilotes, les équipages, et qui a amené à ce que l'interface qu'il y a entre les deux les amène à avoir une approche opérationnelle qu'ils n'auraient pas eue s'il n'y avait pas eu ces échanges. Et aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, absolument, événement même, hein, on pense à des événements sportifs, peut se mettre en contact avec le GIGN pour dire, voilà, je vous donne un maximum d'interventions. Si par hasard arrive un drame, ça facilite... Tout à fait. Le général Réty, qui commande actuellement le GIGN, est un de ceux qui, justement, a mis ça en place, est très ouvert sur ce problème. Et je conseille aux entrepreneurs, s'ils ont un problème, à la fois par le côté, l'intérêt de rencontrer le groupe, hein, bien sûr. Mais également par l'ouverture qu'il peut y avoir d'interactivité par rapport à l'expertise de GIGN, appeler le GIGN, qui, je le sais, je connais très bien le général Réty, sera toute ouverte à leurs problématiques et prête à les aider pour être plus efficace. Et en plus, il y a tous les ans des garçons qui quittent le groupe et qui peuvent apporter... Des groupes privés, bien sûr. Voilà, je le dis parce que autant qu'ils soient utilisés à bon escient. Merci beaucoup, Christian Poutot. Je vous en prie, c'était vraiment un plaisir d'être à côté de vous. On est ravis à chaque fois de vous recevoir sur le plateau d'Anews Sécurité. Précipitez-vous chez votre bon libraire pour commander cette bande dessinée de Poma. Ça s'appelle GIGN 73-76, de la naissance du groupe à la fameuse mission Djibouti. C'est aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.